Les nouveaux chemins de la connaissance, tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, vous emmènent où vous voulez. Les nouveaux chemins de la connaissance, une émission réalisée par François Connac avec aujourd'hui Claude Courteau à la technique et préparée par Avril Ventura, Geneviève Méric, Mathilde Unger, Adèle Van Rett. Adèle, justement, que vous retrouverez dans 50 minutes pour le journal des nouveaux chemins. Alors, c'est le début, ce lundi, d'une semaine sur Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, dans les nouveaux chemins de la connaissance. Pourquoi Schopenhauer ? Eh bien parce que, malgré son antisémitisme, sa mauvaise humeur, son pessimisme théâtral, malgré sa tête de penseur fou et puis son nom de chef d'orchestre, Schopenhauer est un génie absolu. Mieux, c'est un mauvais génie. Demain, mardi, nous accueillerons Jean Lefranc pour évoquer justement le pessimisme de Schopenhauer. Mercredi, Vincent Stanek vous parlera de métaphysique. Jeudi, Clément Rosset en personne vous parlera de Schopenhauer et Nietzsche. Vendredi, Christophe Salin reviendra sur son esthétique. La vie de chacun de nous, à l'embrasser dans son ensemble d'un coup d'œil, à n'en considérer que les traits marquants, est une véritable tragédie. Mais quand il faut pas à pas l'épuiser en détail, elle prend la tournure d'une comédie. Chaque jour apporte son travail, son souci, chaque instant sa duperie nouvelle, chaque semaine son désir, sa crainte, chaque heure ses désappointements, car le hasard est là, toujours aux aguets pour faire quelques malices. Pure scène comique que tout cela. Mais les souhaits jamais exaucés, la peine toujours dépensée en vain, les espérances brisées par un destin impitoyable, les mécomptes cruels qui composent la vie entière, la souffrance qui va grandissant et à l'extrémité du tout la mort, en voilà assez pour faire une tragédie. On dirait que la fatalité veut, dans notre existence, compléter la torture par la dérision. Elle y met toutes les douleurs de la tragédie, mais pour ne pas nous laisser au moins la dignité du personnage tragique, elle nous réduit, dans les détails de la vie, au rôle du bouffon. Bonjour Roger Paul Droit. Bonjour. Bonjour, c'est une joie et presque une habitude déjà de vous accueillir au nouveau chemin de la connaissance pour commencer avec vous cette semaine sur Schopenhauer. Je signale, vous avez beaucoup écrit sur Schopenhauer, mais je signale en particulier un petit livre excellent, paru il y a longtemps, il y a presque 20 ans maintenant, Présence au pluriel de Schopenhauer, où il y a les contributions de Marie-Josée Pernin, de vous-même, de Jean-Michel Beignet, de Robert Misrahi. Un très bon livre, vraiment. Et c'est donc de Schopenhauer que nous allons parler ensemble. Le texte que je viens de lire oppose deux points de vue, ou confronte deux points de vue, ou juxtapose peut-être deux points de vue, un point de vue synoptique, général, sur la vie, une tragédie, indubitablement. Et puis, le point de vue du détail, de l'œil aiguisé, le point de vue microscopique de celui qui regarde chaque événement de la vie et qui, à cet instant, y voit davantage une comédie. Est-ce que ce contraste d'un détail comique et d'un ensemble tragique résume, d'une certaine façon, j'allais dire, la pensée, mais également la vie de Schopenhauer, selon vous ? Oui, je crois qu'on peut tout à fait dire que cette idée... L'ensemble est tragique, le détail est comique, peut résumer quelque chose d'essentiel de la trajectoire, à la fois la vie
est l'œuvre de Schopenhauer, dont on pourrait dire que quasiment tout est à double face. D'un côté, c'est évidemment un personnage extrêmement antipathique, vous l'avez rappelé, il est antisémite, il est misogyne, il est misanthrope, il est acariâtre, il est grincheux, il est méprisant, il est arrogant, il est solitaire d'une manière finalement de vieux célibataire endurci. Enfin, on peut faire de l'homme un portrait tout à fait, il est près de ses sous aussi, désagréable, affreux, il est réactionnaire, il prête, dit-on, sa lorgnette aux officiers prussiens pour tirer sur les insurgés et réfugiés sur les toits. Enfin bref, il y a quelque chose, si l'on s'en tenait là... Ou alors il leur montre du doigt les insurgés qu'ils n'ont pas encore abattus. Oui, il y a toutes sortes de choses. Et puis il dit, la Révolution n'a fait qu'une seule chose, c'est changer le numéro des maisons, parce qu'il était très mécontent qu'on ait changé, alors que lui n'avait pas déménagé, le numéro de sa rue à Francfort. Et bon, tout cela peut évidemment faire une sorte de caricature effrayante qui pourrait plaire à quelques pervers ou à certaines crapules, mais qui finalement n'a rien ni de philosophique, ni d'attirant, ni de sympathique. En tout cas, à beaucoup du bouffon, en l'occurrence. Tout à fait, voilà. Oui, et évidemment, le bouffon dit la vérité à partir du détail excessif. C'est en général sa fonction. Mais je crois qu'il y a bien autre chose, et bien plus. Chez Schopenhauer, on peut aussi, je crois, inverser chacun de ces traits et montrer que chacun pris à part des détails horribles sont en fait plutôt des arbres qui cachent la forêt, mais aussi des signes liés à une sorte de fragilité immense, de tendresse profonde blessée, et aussi d'endurance dans la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de double face permanente de Schopenhauer entre la caricature et l'authenticité, entre la tragédie et la comédie, mais aussi, il faut l'ajouter, entre l'Inde et l'Europe, et puis entre finalement la tendresse et la dureté. Ouais. Parler de l'Inde et l'Europe, hein, on va y venir et puis on va l'évoquer cette semaine, peut-être d'ailleurs paradoxalement en évoquant son esthétique et la tentative schopenhauerienne paradoxale de supprimer le désir en un sens, mais on reviendra là-dessus. Avant cela, cette dilution du singulier dans le général, de la bouffonnerie dans la tragédie, ou alors cette exhumation de la bouffonnerie au sein même d'un ensemble tragique, bref, ce mélange des deux registres se trouve chez Schopenhauer, par exemple, quand il parle d'amour, quand il explique que, très simplement, la persistance de l'espèce humaine prouve tout simplement sa lubricité, ce qui est une façon pour lui de diluer l'amour et la noblesse d'un sentiment dans un instinct qui relève de l'espèce, qui relève de la nature. Oui, je crois, d'autres l'expliqueront plus en détail au cours de cette semaine, mais il y a une idée fondamentale de Schopenhauer qui fera finalement l'extraordinaire influence qu'il aura sur tous les créateurs européens de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, c'est cette idée que l'individu est dépassé par l'espèce, mais aussi que la raison, le désir, tout ce que nous nous racontons comme étant les sources de nos actes, ont un arrière-plan, une sorte d'arrière-fond. Il y a quelque chose qui nous mène et que nous ne voyons pas et que nous ne comprenons pas. Et ça aura effectivement sur Klee, sur Kandinsky, sur Proust et sur Chaplin aussi, et des tas d'autres, Dürrenmatt ou Strindberg, une influence absolument déterminante. Mais en ce qui concerne l'amour, cela veut dire, cette jeune fille merveilleuse qui est pleine d'attraits, que je découvre comme étant la raison d'être de ma vie et qui va désormais orienter mon existence, c'est pour Schopenhauer rien d'autre qu'une sorte de ruse des spermatozoïdes muets pour perpétuer l'espèce et faire en sorte que, quand elle sera flétrie et moi aussi, il y aura d'autres petits êtres humains vagissants qui vont recommencer et continuer. Et cela, en quelque sorte, ça rejoint l'idée de comédie et de tragédie. Il y a une comédie de l'existence humaine, une comédie des sentiments, une comédie de l'amour qui a
en même temps, il ne faut pas caricaturer les choses, même chez Schopenhauer lui-même, une cohérence. Il est évident que les amoureux sont sincères. Il est évident qu'il y a tout un registre où tout ce que l'on se dit est, sur ce registre, vrai. Mais il y a tout cet arrière-plan, cet arrière-fond, la volonté qui, pour lui, est en quelque sorte la force qui meut le monde. Il dit, si vous voulez comprendre ce qu'est la volonté, jetez un morceau de pain dans un étang où il y a des carpes, et cette image, vous voyez, des poissons en train de se jeter voracement sur la nourriture, c'est la volonté qui n'a rien à voir avec le libre arbitre, qui n'a rien à voir même avec la conscience, puisqu'il y a une volonté des planètes ou des galaxies dans le système solaire. C'est ce qui fait tenir le monde, le fait persister, c'est l'endurance des choses dans leur existence. On est ici au bord d'une ambivalence essentielle de Schopenhauer qui fait de lui, en un sens, on va travailler dessus également cette semaine, une passerelle entre Kant et Nietzsche, en un sens, entre la métaphysique et sa critique la plus radicale, dans la mesure où, avec cette idée d'une volonté sous-jacente, avec également l'idée que l'amour est une ruse de la raison qui mobilise les passions, dans un vocabulaire presque hegelien, pourtant il détestait Hegel, mais cette façon qu'a l'amour d'être une ruse de la raison pour perpétuer l'espèce, on a à la fois chez Schopenhauer une intuition qui sera celle de Nietzsche plus tard, qui est l'intuition du généalogiste, faire la généalogie de nos passions, savoir en somme le ressentiment qui nous porte à adhérer à ce à quoi nous adhérons, le ressentiment ou bien au contraire l'affection, peu importe, une généalogie de nos passions. Et il y a en même temps, chez Schopenhauer, encore peut-être quelque chose qui relève d'un arrière-monde. L'idée que tous les phénomènes de la nature seraient sous-tendus par une loi invisible qui les déterminerait. De sorte que Schopenhauer est à la fois le philosophe des arrière-mondes et en même temps le premier généalogiste, c'est-à-dire le premier à étudier les phénomènes pour eux-mêmes. Qu'en dites-vous, Roger-Paul Droit ? Oui, je crois qu'il me semble que Nietzsche, sur ce point-là, a bien dit l'essentiel, c'est-à-dire il reconnaît en Schopenhauer ce qu'il appelle un Erzieher, c'est-à-dire un éducateur, celui qui finalement a en quelque sorte ramené la philosophie sur des points que Nietzsche juge essentiels et qui pour une grande part le sont, c'est-à-dire finalement l'existence elle-même. La question que ce que Nietzsche reconnaît à Schopenhauer, finalement, c'est d'être celui qui a en quelque sorte ramené la question de l'amour, de la mort, de la vie, des larmes, du sang dans la réflexion, qui a réancré la pensée dans l'existence, et ce qu'il lui reproche, et il faut je crois aussi insister sur ce point quand on parle de la volonté, c'est que Schopenhauer finalement privilégie le fait de fuir l'existence, de dire non au monde. Même s'il lui-même ne le fait pas, il place la plus haute réalisation humaine dans l'ascétisme, dans le refus de la vie, dans le fait de dire non au monde. Et c'est en cela qu'aux yeux de Nietzsche, il reste chrétien. Absolument, et c'est en cela aussi qu'il appartient finalement à ceux qui disent non à la vie, chrétiens ou bouddhistes, puisque Schopenhauer est aussi le grand responsable d'une sorte d'annexion du bouddhisme au nihilisme, travaillant sur les textes disponibles en son temps. Il voit, dit-il, une extraordinaire concordance, une Übereinstimmung, la concordance entre son œuvre et celle des bouddhistes. Je crois qu'il ne faut pas entendre là que Schopenhauer est bouddhiste, mais qu'il dit les bouddhistes sont les premiers schopenhauériens. Je suis de ces lecteurs de Schopenhauer qui, dès la première page, savent avec certitude qu'ils liront toutes les autres et prêteront l'oreille au moindre mot qu'il ait jamais dit. Ma confiance en lui fut immédiate, et elle est encore la même qu'il y a 9 ans. Je le compris comme s'il avait écrit pour moi, pour m'exprimer de manière intelligible, mais immodeste et folle. C'est pourquoi je n'ai jamais trouvé de paradoxe chez lui, tout au plus, ça et là, une petite erreur.
Roger Paul Droit est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance à l'orée d'une semaine sur Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, le génial Schopenhauer. Le texte, Roger Paul Droit, que je viens de lire est extrait de Schopenhauer éducateur. C'est la troisième considération inactuelle de Nietzsche. C'est un texte d'éloge, c'est un texte d'amour. Nietzsche n'a pas encore décapité Schopenhauer, comme il n'a pas encore d'ailleurs décapité Wagner, dont on a entendu quelques mesures. Roger Paul Droit, il y aurait beaucoup à dire, et on le fera cette semaine, sur le lien de Nietzsche à Schopenhauer, peut-être 2 points communs essentiels, la musique et encore une fois la misogynie. La musique, la misogynie, et puis ce rapport, je crois plus peut-être, alors bien sûr, là, quand Nietzsche dit « sans la musique, la vie serait une erreur », c'est qu'il y a une proximité extrême entre vie et musique, et je crois que le point central, c'est probablement pour Schopenhauer comme pour Nietzsche, le rapport entre la pensée et la vie comme matériau, mais aussi comme perspective. Et il y a ce moment d'illumination qu'éprouve Nietzsche en lisant Le monde comme volonté et comme représentation, et le texte Schopenhauer éducateur, le texte de Nietzsche, est effectivement le récit, en quelque sorte, reconnaissant de cette rencontre. Il fait de Schopenhauer celui qui l'a orienté, guidé vers la philosophie et qui a, en quelque sorte, réveillé profondément sa fibre philosophique. Mais ensuite, il lui reproche justement de dire non à la vie, de n'être pas dans le grand oui, la grande acceptation, et de vouloir, au nom de la tragédie, finalement épurer les choses, éteindre le désir. Et il y a ce fragment qui doit être contemporain de Naissance de la tragédie dans les Posthumes en 1872, si ma mémoire est bonne. Nietzsche a cette phrase « Seule la tragédie peut nous sauver du bouddhisme ». Eh bien, il me semble qu'il y a d'un côté la tragédie, ce sont les Grecs, mais c'est aussi, en un sens, tout ce que Nietzsche lui-même choisit du conflit, de la violence, du rapport au conflit et à la force. Et du côté du bouddhisme, il y a dans son esprit, à cette époque-là, évidemment, Schopenhauer, le refus de la souffrance, et ce que bientôt Freud lui-même appellera le principe de nirvana. Dans les rares moments où je me croyais malheureux, c'était, pour ainsi dire, par suite d'une méprise, d'une erreur de personne. Je me prenais pour un autre, un professeur libre, qui ne peut obtenir une chaire et qui n'a pas d'auditeur, ou pour un original livré en pâture à la médisance des Philistins et au caquetage des commères, ou pour un amoureux et conduit par sa belle. Tout cela, ce n'était pas moi. C'était tout au plus l'étoffe dont était fait le vêtement que je portais alors et que je changeais l'instant d'après pour un autre. Mais qui suis-je donc ? Je suis celui qui a écrit Le monde comme volonté et comme représentation. Roger Paul Droit, il y a des philosophes dont on se dit qu'il est inutile de raconter la vie ou dont on raconte la vie pour l'opposer quasiment terme à terme à l'ampleur de leur œuvre. On oppose la petite vie à l'ampleur de l'œuvre, l'existence bouffonne finalement à la tragédie de l'ensemble. Est-ce que Schopenhauer est justiciable de cette critique, de cet anti-sainte-beuvisme en somme qui consisterait à véritablement séparer les deux, ou est-ce qu'on pourrait plonger ou chercher dans les méandres de l'existence à la fois nomade et sédentaire de Schopenhauer les linéaments de sa pensée? En tout cas, je crois que le lien est singulier. Il est différent pour Schopenhauer de la plupart des... On peut lire Kant sans trop se préoccuper de l'existence métronomique, si j'ose dire, de Kant et son absence de voyage et sa résidence permanente à Königsberg. Alors que on peut évidemment lire Le monde comme volonté et représentation sans rien savoir de la vie de Schopenhauer. Mais pourtant, il en parle lui-même, il nourrit aussi sa réflexion des expériences existentielles qui sont les siennes. Et je pense que l'on saisit mieux ce qu'est
cette œuvre et la place qu'elle tient dans l'histoire intellectuelle européenne si on a quelques repères biographiques. C'est d'abord, je crois, Schopenhauer, il faut comprendre cela, sinon quelque chose manque, un Européen, un homme des Lumières, d'une certaine manière, alors que son temps et le grand romantisme allemand, lui, va continuer à être athée, sinon matérialiste, au moins en tout cas très lié à l'empirisme et au mécanisme physiologique qui l'intéresse beaucoup. Et puis, il faut dire un mot de son éducation. Le père, Floris Schopenhauer, était un grand commerçant de Hambourg. Libéral. Hein. Libéral qui lisait le Times tous les matins. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout imaginer le milieu familial de Schopenhauer et son éducation comme une éducation à la prussienne dans une Allemagne peu cultivée. Un père libéral et une mère archi-cultivée, une sorte de, je sais pas moi, une Madame du Châtelet de l'époque, ou quelqu'un en tout cas qui anime les salons. Je ne sais pas à qui on pourrait la comparer, mais elle est romancière, elle écrit beaucoup, elle est amie de Goethe, elle tient salon surtout après la mort du père. Alors il y a quelque chose sur quoi il faut insister, je crois, c'est le rapport très différent que Schopenhauer avait avec son père et sa mère. Le père libéral, lecteur du Times, grand homme d'affaires, un peu dépressif, décide d'emmener son fils en voyage en Europe. Ça commence quand il a 9 ans, il l'emmène au Havre pour qu'il apprenne le français et il le laisse 2 ans chez des amis commerçants. D'où Schopenhauer revient parfaitement bilingue. Parfaitement bilingue. Et flanqué d'un meilleur ami d'ailleurs. Et flanqué d'un meilleur ami, effectivement, et il parle un très bon français, comme il parlera un excellent anglais, un très bon grec, un impeccable latin, et il y a toutes sortes, d'ailleurs, de traces de cela dans ses livres. La très belle édition récente chez Folio de la nouvelle traduction du Monde comme volonté et comme représentation a eu la bonne idée de traduire en français toutes les citations latines, grecques ou anglaises que Schopenhauer truffe, dont Schopenhauer truffe son texte. Et c'est vrai qu'il était tellement immédiatement et parfaitement polyglotte qu'il écrivait quasiment en plusieurs langues tout en parlant allemand. Et puis, il y a une autre particularité dans ce caractère européen, c'est qu'entre Schopenhauer et son père, il y a un conflit très curieux qui est pratiquement à front renversé. D'habitude, les enfants veulent découvrir le monde et les parents les forcent à faire des études. Là, Schopenhauer veut s'inscrire à l'université, veut faire de la philosophie, veut apprendre le grec et le latin. Et le père considère que c'est un métier de pauvre et que par conséquent, il doit absolument devenir commerçant. Pense en gros qu'il n'aura jamais assez d'argent en étant professeur pour vivre bien, que ce n'est pas des choses qui se font. Et surtout, je crois, plus profondément peut-être, pense qu'il ne saura pas ce qu'est le monde, il ne saura pas ce qu'est la réalité s'il passe d'un côté à l'autre d'une estrade en traversant une bibliothèque. Et du coup, contre la volonté du jeune Arthur, son père et sa mère l'emmènent pendant 1 an et demi en Angleterre, en France, en Italie, et il fait le plus formateur des voyages possibles. Il a entre 16 et 18 ans, et c'est là, notamment, qu'il vit, en dehors de la découverte de toutes sortes de lieux et de gens, qu'il éprouve une émotion qu'il juge bouleversante et qui probablement l'est quand il voit les bagnards à Toulon enchaînés les uns aux autres. Et il dit « Je considère le sort de ces malheureux comme plus affreux que la peine de mort. Les galères que j'ai vues de l'extérieur semblent être les endroits les plus sales et les plus écœurants que l'on puisse imaginer. » Et il comprend aussi qu'une fois la peine finie, elle continue, puisque personne ne veut employer un galérien. Autrement dit, voilà l'image de gens enchaînés à des bancs de souffrance, n'ayant rien à manger, épuisés physiquement, ne pouvant pas dormir à leur aise, dont le corps s'épuise, et il a le sentiment en gros, et assez vite, que c'est ça la condition humaine.
Chaque fois que Schopenhauer en vient à évoquer la souffrance du monde, la détresse lamentable et la rage de vie des multiples incarnations du vouloir, son éloquence déjà exceptionnelle par nature et son génie d'écrivain atteignent les cimes les plus éblouissantes et les plus glacées de leur perfection. Il en parle avec une véhémence tranchante, avec l'accent de l'expérience, sur le ton de celui qui sait, qui en est terrifié et que sa vérité puissante ravit. Il y a dans certaines pages une raillerie sarcastique qu'il lance à la vie, le regard étincelant et les lèvres pincées en la mêlant de citations grecques et latines. Plein de pitié et sans pitié, il cloue au pilori la misère du monde, il en dresse le constat, il en fait le compte et il en rend compte. D'ailleurs, bien loin d'écraser, autant qu'on devrait l'attendre, d'une telle précision et d'un si sombre talent d'expression, il emplit au contraire d'une satisfaction étrangement profonde par la protestation de l'esprit, par la révolte humaine qui s'y révèle dans un tremblement contenu de la voix. Cette satisfaction, chacun l'éprouve, car lorsqu'un tel homme, à la fois esprit qui juge et grand écrivain, parle de la souffrance du monde en général, il parle aussi de la tienne et de la mienne, et nous triomphons tous de nous sentir vengés par le Verbe grandiose. Si l'on nous mettait sous les yeux à chacun les douleurs, les souffrances horribles auxquelles nous expose la vie, l'épouvante nous saisirait. Prenez le plus endurci des optimistes, promenez-le à travers les hôpitaux, les lazarets, les cabinets où les chirurgiens font des martyrs, à travers les prisons, les chambres de torture, les hangars à esclaves, sur les champs de bataille et sur les lieux d'exécution. Ouvrez-lui toutes les noires retraites où se cache la misère, fuyant les regards des curieux indifférents. Pour finir, faites-lui jeter un coup d'œil dans la prison du Golin, dans la tour de la faim. Il verra bien alors ce que c'est que son meilleur des mondes possibles. Et d'ailleurs, d'où est-ce que Dante a tiré les éléments de son enfer, sinon de ce monde réel lui-même ? Vous avez évoqué Roger-Paul Droit dans la construction du pessimisme de Schopenhauer, qui est l'un des éléments de sa pensée, peut-être pas le plus important, contrairement à ce qu'on raconte, mais c'est un élément cardinal de sa pensée. En tout cas, c'est à lui que Schopenhauer doit son immense notoriété aujourd'hui. Il est le philosophe du pessimisme par excellence, dit-on. Mais dans la constitution de ce pessimisme, vous avez cité cette visite du bagne de Toulon et la commisération qui s'est emparée du jeune Arthur en voyant le bagne. Il y a un autre événement peut-être qui est à signaler, puisqu'on entrelace la vie et l'œuvre, c'est le fait que le 20 avril 1805, son père se suicide. Ce père aimé, libéral, qu'il avait appelé Arthur parce que, pensait-il, le prénom Arthur est le même dans tous les pays d'Europe, et que par conséquent c'est un prénom un peu universel, le père se suicide, et Schopenhauer dit ceci: « Dès ma 17e année, avant d'avoir reçu aucune culture supérieure, je fus saisi de la misère de la vie, comme le Bouddha dans sa jeunesse, quand il aperçut la maladie, la vieillesse, la douleur et la mort. » Oui, c'est-à-dire qu'il compare effectivement cette expérience du bagne de Toulon à celle qu'on lui attribue au Bouddha découvrant au sortir du palais princier la maladie, la vieillesse et la mort. Le suicide du père est sujet à caution. Il a glissé du toit. Et effectivement, on n'est pas toujours sur les toits en train de glisser par hasard, mais on n'a pas une certitude absolue. Schopenhauer, lui, a eu la conviction que son père s'était suicidé et que sa mère en était responsable. Et s'ouvre, après la mort du père, le temps de quelques années, il a 19, 20 ans, où il est dans le salon de sa mère avec Goethe. Il fréquente donc, avant l'université, la plus brillante société lettrée allemande. Et en même temps, il déteste le côté superficiel, mondain, vaniteux de sa mère. Madame ma mère recevait tandis que mon père mourait dans la solitude et s'amusait tandis qu'il souffrait les plus amers tourments. Tel est l'amour des femmes. Oui, et puis il va jusqu'à lui dire à sa mère, attendez, je cherche mon papier, mais voilà, il écrit à sa mère, c'est on lira encore mes œuvres,
lorsqu'on pourra à peine trouver l'une des tiennes dans un débarras. Ça, c'est bien vu. Voilà, en fait c'est vrai. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. On venait de republier les romans de sa mère et on en avait fait des œuvres complètes en 24 volumes. Si vous trouvez des romancières contemporaines dont on republie les œuvres en 24 volumes, vous me faites signe. Vous voyez, il y a quelque chose, donc elle est une des personnalités littéraires importantes de son temps. Elle est célèbre, lui ne l'est pas. Elle est mondaine, lui veut s'adonner à l'étude. Il lui reproche finalement d'avoir indirectement tué le père. C'est une des sources possibles de sa misogynie, mais il y a aussi le fait... Et puis, il y a aussi le fait qu'elle le déteste. Oui, bien sûr. C'est très intéressant, c'est une mère qui déteste son fils. Elle le déteste parce que lorsqu'il soutient par exemple sa thèse sur la quadruple racine, alors elle s'attache... C'est la quadruple racine du principe de raison suffisante. Exactement, c'est le titre du premier travail de Schopenhauer. Et sa mère, s'attachant au mot racine, dit « Ah oui, ça doit être quelque chose pour les pharmaciens. » Oui, pour les laborantins. Voilà. Et donc il y a une vraie haine. Enfin, il se sépare d'elle, il réclame sa part d'héritage. Alors là, ça fait partie, si vous voulez, des choses où l'on peut dire, voilà, quelqu'un qui est haineux, qui est égoïste, qui est aprogain, qui va s'installer comme sorte de... dans son endurcissement de célibat. Et en même temps, je crois qu'il faut garder bien en tête que Schopenhauer n'a, lui, qu'un objectif. Il n'a qu'une raison de vivre, c'est de faire de la philosophie et d'essayer de comprendre par ses propres moyens quelque chose à l'existence. Quand il dit « la vie est un problème et j'ai décidé de consacrer la mienne à y voir clair », il a 18 ans quand il dit ça. Il a 18 ans et donc il va, entre 20 et 25, élaborer cette œuvre absolument considérable qu'est Le Monde comme volonté et comme représentation. Qu'il publie quand il a 30 ans, voilà. Sur sa première édition. À la trentaine, il a fini. Et il a la conviction profonde d'avoir découvert, ça c'est la paranoïa des philosophes, mais dans son cas, elle est partiellement justifiée, il a le sentiment d'avoir découvert des vérités que personne avant lui n'avait aperçues. Il a profondément la conviction qu'il a, quand vous lisiez tout à l'heure, « Je suis celui qui a écrit Le Monde comme volonté et comme représentation », il est passé dans ce livre. Il dit ceci, et qui a donné du grand problème de l'existence une solution qui remplacera peut-être les solutions antérieures et en tout cas occupera les penseurs des siècles à venir. Voilà, là encore, son immodestie est avérée par l'histoire. Même s'il a une postérité paradoxale, puisque universitairement, Schopenhauer, qui a lui-même eu des relations complexes avec l'université, difficultueuses, et un mépris souverain pour les professeurs, universitairement, Schopenhauer a une postérité délicate. Alors là, il a souvent été l'objet du public, je veux dire, plus que des professeurs. Oui et non, parce que si on regarde ce qu'est la France de la fin du XIXe siècle, l'université française, c'est aussi un temps d'âge d'or des professeurs de philosophie, l'université française est, entre 1880 et 1910, absolument pénétrée de la pensée de Schopenhauer. Il y a d'innombrables travaux et thèses, et il y a de beaux livres aussi sur l'histoire de ce schopenhauerisme français. Je crois que la postérité académique et universitaire se situe à ce moment-là. Bien évidemment, on lui a ensuite reproché, en fonction de sa popularité tardive dans l'Europe de la fin du XIXe, d'être plus un philosophe pour non-philosophe que pour universitaire. Il a suffisamment dit de mal des professeurs de philosophie pour que ceux-ci peut-être le lui rendent un peu. Notamment, il dit « Je préfère que des vers rongent mon cadavre plutôt que des professeurs de philosophie ne s'occupent de mon œuvre. » Il y a quelque chose là. Mais alors, il faut insister, je crois, sur le fait que là aussi, c'est l'effet ou la conséquence d'une blessure. Parce qu'il faut bien voir, si vous voulez, si Schopenhauer
Si on admet cette hypothèse, c'est un philosophe, il ne veut que trouver une vérité, que consacrer sa vie à une œuvre. Il a le sentiment, à 30 ans, après des années de travail, d'être parvenu à ce qu'il cherchait. Il le publie, silence total. 30 ans de silence total. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'inscrire comme professeur à l'université de Berlin, et là, avec sa conviction immodeste d'avoir découvert la vérité, son cours qu'il met aux mêmes heures que celui de Hegel. Ce qui est universitairement suicidaire à l'époque, Évidemment, il faut le dire. Hein. Le séminaire de Hegel était suivi par des centaines d'étudiants. Schopenhauer a eu 2 élèves. Hegel est la pop star de l'Académie de Berlin. C'est la grande figure du professeur et du philosophe académique. C'est aussi évidemment un très grand génie philosophique. Et on se presse en foule à son cours. Et Schopenhauer, qui met son cours aux mêmes heures, intitule son cours ainsi. Voilà l'annonce de son cours à Berlin. Arthur Schopenhauer exposera toute la philosophie, c'est-à-dire la théorie de l'essence de l'univers et celle de l'esprit humain. Mais les traits fondamentaux de la philosophie en totalité. Voilà, et la durée prévue du cours, tenez-vous bien, c'est 24 semestres. Bon, alors donc il annonce ainsi 12 années de cours. En fait, c'est sur peut-être le seul moment optimiste d'ailleurs de la vie de Schopenhauer. On ne l'y reprendra plus puisque en guise des 24 semestres, il n'y en a eu qu'un. Absolument, mais c'est le moment optimiste parce que c'est le moment où il a travaillé, il a écrit ce millier de pages fondamentales qu'est Le monde comme volonté et comme représentation. Il le publie, il va l'exposer au monde et il croit naïvement mais profondément que l'Europe va l'écouter, que le cours du monde va changer, que les esprits vont s'éclairer et que quelques millénaires d'erreurs, d'obscurantisme et d'ignorance vont enfin se dissiper. C'est tout son progressisme, ça, Roger-Paul Droit. L'illusion qu'avec un livre qui, à ses yeux, aux yeux de son auteur en tout cas, dit la vérité, est un livre qui va changer la face du monde, et l'illusion d'un homme qui ignore peut-être en un sens, à qui il manque une dimension tragique, qui ignore peut-être le fait que finalement tout le monde connaît la vérité en un sens. Et que quand Schopenhauer dit que la vie est atroce, il n'apprend rien à personne et que peut-être son livre était également un ouvrage déplaisant. Un ouvrage déplaisant qui ne faisait qu'énoncer ce que les gens ne voulaient pas voir, passer leur vie à ne pas vouloir voir. Est-ce qu'il n'y a pas chez Schopenhauer l'illusion propre finalement aux philosophes de jeunesse, aux jeunes philosophes, de considérer qu'avec un livre, ils vont changer la vision du monde de ses lecteurs? Mais je pense que ça, il ne s'en débarrassera jamais. En quelque sorte, il meurt en pleine gloire à 71 ou 72 ans. Et en toute sérénité. Une gloire tardive. On ne cesse de venir faire des portraits de lui, des bustes. On vient l'interroger de toute l'Europe, etc. Et il a le sentiment d'une comédie. Il dit « je vais bientôt partir », mais un peu comme on voit parfois au théâtre un lampiste encore attardé au moment où s'ouvre le rideau sur la scène. C'est-à-dire qu'il a le sentiment que sa gloire est aussi une comédie un peu dérisoire, tardive, qu'il mérite, mais qu'il mérite trop tard. Il a quand même survécu, si j'ose dire, dans le silence assourdissant de ses contemporains pendant à peu près 30 ans. Donc il a été privé pendant à peu près 30 ans du privilège de pouvoir mépriser la gloire puisqu'il ne l'avait pas. Oui, mais il n'a cessé évidemment de la chercher, finalement. De la chercher pour pouvoir la mettre de côté, un peu comme Rousseau d'ailleurs, qui déplore la gloire qui lui a valu tant de malentendus à la parution de son discours. Mais je pense profondément qu'il y a une parenté paradoxale, peut-être généralement peu aperçue, entre Rousseau et Schopenhauer. Ils ont, me semble-t-il, non seulement le même rapport à la compassion, à la pitié, à la sensibilité, pour une part à la nature, ils ont cette même profonde tendresse à fleur de peau, mais la blessure de cette tendresse, chez Schopenhauer, vire très vite au sarcasme, au mépris, à la phrase pleine de dureté, et
Rousseau pleure, Schopenhauer rit. Voilà. Alors, il y a quand même un vrai point commun, c'est cette diatribe. Alors, Schopenhauer le constate, Rousseau le dénonce, mais c'est le discours qu'ils tiennent l'un et l'autre sur l'égoïsme. L'égoïsme, dit Schopenhauer, chez la bête comme chez l'homme, est enraciné bien fortement dans le centre même de l'être, dans son essence, disons mieux, il est cette essence même. Rousseau, dans son second discours, écrivait avant Schopenhauer, c'est la raison qui engendre l'amour-propre, c'est la réflexion qui le fortifie, c'est elle qui replie l'homme sur lui-même, c'est elle qui le sépare de tout ce qui le gêne et l'afflige. Ils sont paradoxalement l'un et l'autre des constatataires, si j'ose dire, du fait de l'égoïsme humain et animal aussi d'ailleurs, enfin en tout cas pour Schopenhauer, et des penseurs de cette possibilité d'ouverture au monde, en quoi consiste ce qu'ils appellent d'ailleurs du même nom, c'est-à-dire la pitié. Oui, ils ont en commun effectivement l'idée que il y a quelque chose qui est au fondement de la morale, de la solidarité humaine, de la relation entre les individus humains, qui est cette que Schopenhauer à l'indienne, si j'ose dire, étend aux animaux, qui est le fait que l'on éprouve la souffrance de l'autre par empathie, sympathie et de manière directe. Mais je crois qu'il y a quand même une différence majeure entre Rousseau et Schopenhauer. Plusieurs même, allez-y, Roger. Mais c'est que Rousseau croit à la perfectibilité, croit à l'histoire, alors que Schopenhauer, et c'est le fond en quelque sorte de son pessimisme ou de sa nature désillusionnante, pense que la nature humaine est toujours identique à elle-même et que l'histoire n'apportera jamais rien. Ça, c'est une grande singularité, je crois, de sa pensée, c'est que dans un plein siècle de constitution des philosophies de l'histoire, après la Révolution française, après, en même temps que Hegel, et encore bien évidemment du temps même de Marx, puisque Schopenhauer ne meurt qu'en 1860, il développe une pensée de la fixité finalement de la nature humaine et cette idée que l'histoire ne change rien à rien, que ce sont des ridules sur le lac et que ça ne modifie absolument pas la question. Et puis, autre différence, vous l'avez dit, la perfectibilité. Par perfectibilité, Rousseau entend cette aptitude qu'a l'homme, contrairement aux animaux, à se défaire de ses déterminations naturelles. Or, il y a chez Schopenhauer une inversion du mouvement. On a constamment le sentiment qu'il est plus soucieux des souffrances qu'on inflige aux animaux que de celles qu'on peut infliger aux hommes. En tout cas, c'est un sentiment qui revient fréquemment à la lecture de certains de ses textes, notamment quand il dit ceci: « L'homme est le seul animal qui en fait souffrir d'autres, sans autre but que celui-là. J'ai un caniche, et quand il fait une bêtise, je lui dis « Fi, tu n'es pas un chien, tu n'es qu'un homme. Oui, un homme, tu devrais avoir honte. » Alors, il est tout honteux et va se coucher dans un coin. Herr Docteur, un homme qui appelle son chien homme quand il veut l'injurier, un tel homme, ne devrait-on pas l'appeler chien quand on veut lui faire honneur? Mais oui, je n'aurai rien contre. Eh bien, s'il y a des gens qui se prennent pour des valises, moi j'ai mon chien qui se prend pour quelqu'un, dites-nous.
Paul Dran, voilà un lecteur improbable de Schopenhauer, mais après tout, pourquoi pas, hein, Raymond DeVos, dont on ne sait plus s'il est le chien de son chien ou bien ou si son chien est le maître du maître qu'il croit être encore. La place du petit caniche de Schopenhauer dans sa vie, puisqu'on va dans les détails où réside également la comédie, la place du petit caniche dans la vie de Schopenhauer est essentielle. Pour mémoire, c'est un chien, un caniche, qui, comme tous les caniches, meurt à peu près tous les 10 ans, et à qui, donc il en rachète un à chaque fois, et il lui redonne constamment le même nom, qui est Atma. Procédé d'ailleurs dont Michel Houellebecq s'inspirera explicitement pour mentionner dans ses hypothèses de vie éternelle dans la possibilité d'une île. Mais revenons-en à cela. Quelle est l'importance d'où vient l'importance que Schopenhauer accorde aux animaux en général et à son chien en particulier? Pourquoi lui donne-t-il tout le temps le même nom? Alors il y a d'abord évidemment le compagnonnage d'un homme qui vit seul, qui joue de la flûte tous les matins, qui va se baigner dans la rivière à intervalles réguliers, qui mène une vie finalement elle aussi très réglée, avec quelques gourgandines régulièrement invitées et ses repas à l'hôtel d'Angleterre. Bon, c'est une vie de célibataire, travailleur et un peu acariâtre. Mais donc, parmi les présences autour de lui, il y a toujours celle du chien, et il l'appelle Atman parce que en sanskrit, ce terme signifie l'âme. C'est un réflexif, c'est l'équivalent de ce ou de soi, et dans la pensée indienne, l'Atman, c'est finalement l'absolu, la conscience du monde. À l'intérieur de notre soi individuel, nous devons reconnaître le soi cosmique du tout. C'est le thème fondamental, finalement, du brahmanisme. Or, Schopenhauer a été profondément marqué par la lecture des Upanishads et des Védas. Il ne cesse de se référer à ce qu'on appelle en sanskrit la Mahavakya, c'est-à-dire la grande parole. Ce qui est un élément beaucoup plus important, en somme, de sa pensée que le pessimisme auquel on le réduit trop facilement. Hein. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il est le philosophe du XIXe siècle qui fut le premier à prendre profondément au sérieux philosophiquement la pensée indienne. Il le dit d'ailleurs dans la première préface au monde comme volonté et comme représentation. Il dit « Ma pensée n'aurait pas été possible sans Platon, Kant et les Védas ». Alors Platon et Kant, tout philosophe de l'époque pratiquement eût pu le dire, mais les Védas, c'est une particularité de Schopenhauer. Il s'inscrit, évidemment, ça n'est pas lui tout seul, hein, il s'inscrit dans tout un processus de découverte de l'Inde à la fin du XIXe, d'enthousiasme des romantiques allemands, Novalis, Hölderlin et Herder, par exemple, ne cessent de lire les traductions de l'anglais, du sanskrit en anglais, puis du sanskrit en allemand. Et simplement, il est finalement celui qui va comprendre qu'il y a la possibilité, ça rejoint sa pensée de la volonté, de dissoudre l'individu et le désir individuel et la conscience individuelle dans un élément cosmique. Pas le droit d'être venu nous parler de Schopenhauer au hasard d'une conversation. On pourrait raconter sa vie pendant des heures, bizarrement, alors qu'il ne s'y est pas passé grand-chose, dit-on. Et pourtant, chaque événement, chaque petit détail relève effectivement de la comédie d'une tragédie. Un grand merci.
nous, on va crier à l'imposture.